Imaginez que vous êtes Canadien. Vous avez attendu toute votre vie d'accueillir le mondial. Le football arrive enfin chez vous. Le plus grand événement a lieu dans votre ville, dans votre stade, dans vos rues quotidiennes. Vous devriez célébrer. Vous célébrez. Mais lorsque les drapeaux des 48 nations participantes sont portés sur la pelouse avant le premier match de votre équipe, tous les drapeaux, tous les pays, le monde réuni, le seul drapeau sifflé est celui du pays qui co-organise le tournoi avec vous. Votre co-organisateur, votre voisin. Le pays dont le président appelle depuis 18 mois votre premier gouverneur et suggère publiquement que votre nation devrait être dissoute dans la sienne. Le drapeau US a été hué au Toronto Stadium le 11 juin. Pas discrètement, pas par quelques-uns, fort, clair, impossible à cacher au micro TV et impossible à réduire à une simple ambiance. Canada-Bosnie-Herzégovine, le tout premier match de mondial disputé sur le sol canadien, et quand le drapeau des USA est apparu, présenté aux côtés de ceux du Canada et du Mexique, les trois pays hôtes, le supposé trio de l'unité, le public de Toronto a dit aux Américains son sentiment. Bro Bible l'a résumé simplement, les supporters canadiens ont prouvé que les USA vivaient gratuitement dans leur tête. The Express a relevé que la même chose s'était produite la veille à Mexico et a supposé que cela serait probablement rendu à Los Angeles. Reuters a publié un article le 18 juin, le jour où le Canada disputait son deuxième match de groupe contre le Qatar à Vancouver, avec un titre qui n'appelait aucune interprétation. Relation glaciale. De nombreux Canadiens regrettent d'accueillir le mondial avec les USA. Je veux préciser ce titre, car il serait facile d'y voir une rivalité sportive et passer à autre chose. Ce n'est pas une rivalité sportive. C'est plus précis, plus dérangeant. C'est l'histoire d'une relation politique qui s'est détériorée si profondément, si publiquement et si longtemps que les citoyens d'un co-organisateur regardent le tournoi partagé et ressentent non pas de la fierté, non pas de l'enthousiasme, non pas cette chaleur que promettaient les vidéos originales de candidature de la FIFA, mais du regret. Réfléchissez à ce que cela veut dire pour un événement sportif vendu au monde comme une célébration de l'unité nord-américaine. La candidature au Mondial FIFA 2026 a été déposée conjointement en 2018. Les trois pays, USA, Canada, Mexique, ont obtenu les droits d'organisation en juin de cette année-là en battant le Maroc par 134 voix contre 65 au congrès de la FIFA à Moscou. La candidature s'appelait United 2026. C'était son nom. United, Unis. Les promos montraient les trois drapeaux ensemble, trois dirigeants souriants, le continent commun présenté en hôte naturel de l'événement le plus regardé au monde. L'argument commun reposait sur l'idée qu'elle dépassait les frontières, que le football pouvait circuler librement entre trois nations, que les supporters passeraient entre pays aussi naturellement qu'entre d'une ville à une autre, que le tournoi montrerait la coopération nord-américaine sous son meilleur jour. C'était en 2018. Puis Trump a remporté un second mandat. Je reprends ce qui s'est passé entre 2018 et les sifflets de Toronto, car la chronologie compte. 29 novembre 2024. Donald Trump, à un dîner avec le premier Canadien Justin Trudeau à Mar-a-Lago, prévient qu'il a l'intention d'imposer un droit de douane de 25% au Canada, à moins que celui-ci accepte de devenir un État US. Trudeau et les responsables canadiens y voient une plaisanterie. Ce n'en est pas une. 30 novembre 2024. Trump désigne publiquement Trudeau comme le gouverneur Trudeau sur les réseaux et demande à son équipe d'utiliser exclusivement ce titre. 3 décembre 2024. Trump affirme qu'il diviserait le Canada en 2 États en cas d'annexion. 10 décembre 2024. Trump affirme qu'une majorité de Canadiens soutient l'annexion. Les sondages montrent que 13% seulement approuvent l'idée. 7 janvier 2025. Trump déclare qu'il utiliserait la force économique pour anéantir l'économie canadienne afin de faciliter l'annexion. 24 janvier 2025. Trump affirme publiquement que le Canada deviendra un État. 2 février 2025. Trump décrit le Canada comme le cher 51e État et l'exhorte à rejoindre les USA pour échapper aux droits de douane. La séquence dure 3 mois. Elle est implacable, elle est publique. Et elle vise un pays qui co-organise le mondial avec lui. Le Canada a réagi économiquement, avec une vigueur qui a surpris des observateurs US, convaincus que la relation était trop intégrée pour rompre. Le premier Trudeau a annoncé des droits de douane de 25% sur 30 milliards de dollars de produits,
US, ensuite étendu à 125 milliards de dollars supplémentaires d'importation en provenance des USA. Des provinces canadiennes, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et d'autres, ont retiré les boissons alcoolisées américaines des alcools provinciaux. Jack Daniels, Jim Beam, tout cela retiré des magasins publics dans une décision que le PDG de Brown-Forman a qualifiée de pire que les droits de douane. CBC a rapporté que Canadiens répondaient aux appels à acheter local et à boycotter les produits US, avec des campagnes sur les réseaux diffusées sous des mots dièses comme #boycott-USA. Le boycott canadien des USA en 2025 à 2026 dispose désormais de sa propre page Wikipédia, qui note que 91% de Canadiens souhaitent que le Canada dépende moins des USA, une option qu'ils préfèrent dans les sondages à une réparation. Pas une petite fissure. C'est une réorientation de fond de la manière dont une des relations les plus intégrées du monde se comprend. Les sondages suivants frappent que j'ai vu dans le sentiment documenté entre pays alliés. The Guardian a rapporté en juin 2025 que seuls 34% de Canadiens avaient une image positive des USA, contre 54% l'année précédente. 64% en avaient une image négative, avec près de 40% exprimant une opinion très négative, contre 15% l'année d'avant. Un sondage Ipsos de septembre 2025 a montré que 60% de Canadiens pensent ne plus jamais pouvoir faire confiance aux Américains de la même manière. 71% s'attendaient à ce que l'instabilité bilatérale actuelle se poursuive pendant plusieurs années. Une enquête Bloomberg/Nano de mai 2025 a montré que près de 80% de Canadiens étaient d'accord avec l'affirmation suivante : l'ancienne relation que nous avions avec les USA, fondée sur l'approfondissement de l'intégration de nos économies et sur une coopération étroite en matière de sécurité et de défense, est terminée. Les trois quarts ont déclaré être moins enclins à acheter des produits pontifés aux USA. The Globe and Mail, en rendant compte d'un sondage Nanos de février 2026, a employé un langage qui aurait été inimaginable 5 ans plus tôt. La plupart de Canadiens voient désormais les USA comme un risque et non comme un allié. Laissez cela résonner. Canada et les USA partagent la plus longue frontière non défendue du monde. Ils ont combattu ensemble. Ils ont partagé des renseignements, des infrastructures militaires, des réseaux de commerce et une identité culturelle pendant des générations. Et en février 2026, 4 mois avant le début du mondial qu'ils co-organisent, la plupart de Canadiens considèrent les USA comme un risque. Ajoutez la dimension financière, parce que l'argent rend cette histoire bien plus grave. Les deux villes hautes canadiennes, Toronto et Vancouver, se sont engagées à accueillir 13 matchs de mondial à L2. Les estimations initiales paraissent absurdes. Toronto projetait au départ 30 millions de dollars de frais d'organisation. Vancouver projetait initialement 240 millions. Quand le directeur parlementaire du budget a publié son évaluation en mai 2026, les dépenses réelles de Toronto allaient vers 380 millions de dollars et celles de Vancouver vers 578 millions, avec une facture cumulée de près d'1 milliard de dollars pour les contribuables, entre pouvoirs fédéral, provinciaux et municipaux, soit en moyenne 82 millions de dollars par match. L'estimation du directeur parlementaire du budget précisait qu'elle ne tenait pas compte des dépassements. Un sondage de l'Angus Reid Institute, publié le 8 juin 2026, a montré que 70% des habitants du Grand Toronto et 72% de ceux du Grand Vancouver estimaient que les coupes publiques liées à l'accueil du mondial ne valaient pas les sacrifices consentis. Une majorité des deux villes a dit ne pas faire confiance à ces gouvernements pour révéler la note finale. La situation de Toronto était très aiguë. La ville affrontait déjà un déficit budgétaire de 1,8 milliard de dollars à l'approche de 2024. En mai 2025, CBC a rapporté que Toronto avait resserré les dépenses liées au mondial FIFA à cause d'un écart de 40 millions de dollars entre ce que la province de l'Ontario avait promis et ce que ce financement couvrait réellement. La ville organisait en fait un mondial FIFA tout en se disputant avec son propre exécutif provincial pour savoir qui absorberait des coûts que personne n'avait entièrement budgétés. Ce détail est presque surréaliste. Toronto dépense 380 millions de dollars pour accueillir 6 matchs de mondial dans une ville où Ottawa appelle à boycotter les produits US, où le exécutif provincial est en conflit avec la ville sur la question de savoir qui paie le tournoi, et où 70% des habitants pensent que tout cela ne valait pas la peine, pendant que le président du co-organisateur a passé 18 mois à appeler le premier Canadien gouverneur.
La FIFA a vendu cela comme une célébration. En réalité, c'est un test de résistance. Trump lui-même a abordé la tension, comme Trump aborde les réalités gênantes. Le 7 mars 2025, assis dans le bureau ovale, aux côtés de Gianni Infantino, président de la FIFA, Trump a répondu sur la guerre commerciale et ses implications pour le mondial. Sa réponse fut imprudente et précise. « Oh, je pense que cela va la rendre plus excitante », a-t-il dit. « La tension peut être bénéfique, elle renforce le frisson. » Infantino était assis à côté de lui. Il n'a rien dit. The Guardian a publié le lendemain un article intitulé « Le mondial 2026 de la guerre commerciale résume notre nouvel ordre mondial nativiste ». Ce n'est pas un titre militant, c'est une description. Le problème du cadrage de Trump, c'est que le mondial n'est pas une rivalité sportive bilatérale. C'est une opération logistique qui exige une coopération continue entre 3 gouvernements, 3 systèmes d'agences frontalières, 3 cadres douaniers et 3 administrations politiques qui, en même temps, se livrent une guerre commerciale. Quand Trump a imposé des droits de douane de 25% sur l'acier, l'aluminium et les automobiles canadiens, ces droits ont frappé les matériaux utilisés pour construire et rénover les stades du mondial. Quand le Canada a répondu par des contre-droits, ceux-ci ont touché des équipements et des services de construction US, utilisés sur l'ensemble du périmètre canadien du tournoi. La guerre commerciale que Trump décrivait comme un supplément de frisson était physiquement imbriquée dans la construction du tournoi. Axios a documenté la chronologie et expliqué que ce qui avait commencé comme des taquineries apparentes avait dégénéré en une rupture beaucoup plus glaciale entre alliés. Les Canadiens cités par Reuters ont parlé franchement. Catherine Paternal, 44 ans, originaire de Mississauga, en tenue canadien, chapeau de cow-boy rouge, feuilles d'érable peintes sur le visage, a déclaré à l'agence « Le mondial symbolise l'unité entre les nations. En ce moment, je ne vois pas les USA comme un grand exemple d'unité. » Linda Hanson, 68 ans, de Toronto, à la question de savoir si elle irait aux USA pour voir des matchs, a répondu « Absolument pas ». Liam Delaney, supporter canadien, a dit à Reuters à propos de Trump « Je crois qu'il abîme la réputation du football auprès des Américains. » Le sondage Abacus Data, cité par Reuters, a montré que 80% de Canadiens pensent que les USA vont dans la mauvaise direction. Un sondage Nanos a montré que 53% de Canadiens estimaient que boycotter les produits US avait été bénéfique pour renforcer la position canadienne face aux USA. Pensez à ce chiffre. Plus de la moitié de Canadiens pensent que le boycott fonctionne. Ils n'évitent pas seulement les produits US. Ils croiront que cette mise à distance produit des résultats. Le boycott possède sa propre logique interne. Il ne s'estompe pas pendant que le tournoi crée une expérience partagée. Il se durcit. Le calendrier politique ajoute une couche que la plupart des couvertures du mondial ignorent complètement. Justin Trudeau, le premier que Trump a appelé gouverneur tout au long de l'affrontement, a démissionné en janvier 2026. Il a été remplacé par Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, qui a remporté la direction du Parti libéral et déclenché des élections fédérales anticipées. Carney a remporté ces élections sur une plateforme centrée sur la souveraineté canadienne et la résistance à la pression économique américaine. La campagne électorale s'est déroulée alors que les préparatifs du mondial entraient dans leur dernière phase. Le Canada votait en même temps sur son identité nationale et posait du gazon dans ses stades de mondial. Carney a été élu par de Canadiens qui, dans 5 sondages consécutifs, disaient en ne plus faire confiance aux USA comme partenaire fiable. Il est désormais le premier qui co-organise un mondial avec le pays qui a produit ces sondages. Carney n'a pas paru aux côtés de Trump lors des événements d'ouverture du mondial. Il n'a pas partagé la scène avec le président US lors des cérémonies de lancement, ni à Mexico ni à Los Angeles. Cette absence n'était pas accidentelle. Un premier Canadien élu sur une plateforme de souveraineté ne se tient pas aux côtés du président US, qui a passé 1 an à appeler son prédécesseur gouverneur s'il peut l'éviter. Carney, ancien banquier central doté d'une compréhension précise du symbolisme politique, semble avoir bien calculé que cette image n'en valait pas le coup politique. Le comportement de la FIFA mérite une évaluation directe, car il a été constant et révélateur. La FIFA est consciente des tensions politiques. Son président était assis dans le bureau ovale lorsque Trump a qualifié la guerre commerciale d'excitante. Sa communication sait que des drapeaux ont été sifflés à Toronto et à Mexico. Ses partenaires commerciaux savent que 3 Canadiens sur 5 évitent activement les produits US. Et la réponse publique de la FIFA a toujours été « parler de football, du beau jeu ».
du record de 104 matchs, de la manière dont le tournoi rassemblera le monde. La FIFA n'a pas de position sur la souveraineté canadienne, elle a une position sur les revenus. L'atmosphère politique dans laquelle les matchs sont joués est le problème de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une critique propre à la FIFA. C'est un trait structurel du fonctionnement des très grands événements sportifs mondiaux. Le CIO a fait de même à Pékin en 2008 et en 2022. Le problème c'est que l'écart entre le récit de la FIFA, c'est une célébration de l'unité, et la réalité émotionnelle de ce qui se passe à Toronto et Vancouver, ressentiment, regret, boycott, sifflet, est si vaste que maintenir la fiction suppose une forme d'engagement institutionnel à ne pas regarder ce qui se trouve sous vos yeux. Les banderoles disent United 2026. Le public dit autre chose. La campagne canadienne en mondial s'est poursuivie ainsi. L'équipe a fait match nul un partout contre la Bosnie-Herzégovine le 11 juin au Toronto Stadium. Premier point canadien en mondial. Elle a ensuite fait 0-0 contre le Qatar le 18 juin à Vancouver, au BC Place, restant à égalité dans le groupe B, mathématiquement en vie. Le football continue. Mais à l'extérieur du stade, le Canada dépense 1 milliard de dollars d'argent public pour accueillir un tournoi que 71% des habitants des villes hôtes ne jugeaient pas utile d'organiser. Ils partagent ce tournoi avec un pays dont les droits de douane sur l'acier et les automobiles canadiens restent en partie en vigueur. Le tournoi censé montrer l'unité nord-américaine montre plutôt à quoi ressemble cette unité lorsqu'elle s'effondre sous le poids du nationalisme économique et de la rhétorique souverainiste. CNBC a publié en mars 2026 un article intitulé « Un an après les menaces de Trump sur la souveraineté, Canadiens gardent les coudes levés ». L'expression vient du hockey, prêt à se battre sans reculer. L'enquête de consommation de la Banque du Canada a montré que Canadiens réorientaient activement leurs achats alimentaires loin des produits US depuis le début de 2025. Un sondage Leger de janvier 2026 a montré que plus de 3 Canadiens sur 5 évitaient activement d'acheter de l'alcool ou des produits agricoles fabriqués aux USA, et que plus de la moitié tentait de s'abstenir d'acheter auprès de détaillants ou de sites US. La plupart avaient l'intention de poursuivre ce comportement pendant au moins 6 mois supplémentaires. Le mondial se déroule à l'intérieur de ce sentiment. Les matchs, les supporters, les drapeaux y sont plongés. Et lorsque le drapeau US est apparu sur la pelouse de Toronto avant le premier match canadien, le public n'a pas séparé le sport de la politique. Il ne le pouvait pas. La politique était à l'intérieur du sport depuis 18 mois. Je reviens toujours à un moment précis de l'article de Reuters du 18 juin. Un supporter canadien au Toronto Stadium dit que Trump abîme la réputation du football pour les Américains. Puis, sans ralentir, il ajoute « Je ne ressens plus la même chose envers les USA ». Il n'adoucit rien. Il décrit un déplacement. Quelque chose qui existait autrefois, la chaleur, la familiarité, cette proximité naturelle entre deux pays qui, pendant des décennies, avaient à peine besoin de passeports pour passer de l'un à l'autre, a disparu. Il ne dit pas que cela reviendra après le tournoi, il ne dit pas que le football a aidé. Ce que je ne sais pas, et ce à quoi je crois personne ne peut répondre aujourd'hui, c'est si le Mondial 2026 sera retenu comme le moment où le Canada et les USA ont utilisé le sport pour commencer à reconstruire ce que Trump a démantelé pendant 18 mois, ou s'il restera comme le tournoi où la fracture est devenue visible pour le monde entier au même instant, sur une pelouse de Toronto, quand un stade entier a sifflé un drapeau. Le football continue, les buts sont marqués. Mais dans les tribunes, dans les rues et dans les magasins d'alcool qui ne vendent plus de Jack Daniels, il se passe quelque chose qu'aucune cérémonie d'ouverture ne peut recouvrir et qu'aucun communiqué de presse de la FIFA ne peut gérer. Une relation bâtie par les deux pays en un siècle est soumise à un test de résistance par un mondial qui devait la célébrer. Et ceux qui paient la fête, les contribuables canadiens, 1 milliard de dollars, 13 matchs, sont ceux qui avaient le moins envie de la partager.